Bonjour à tous, chers téléspectateurs et auditeurs, ravis de vous retrouver pour ce troisième numéro de la semaine. Oui, on est mercredi, c'est éducation jeunesse, notre thématique centrale. On va parler de plein de choses, j'espère que vous êtes bien câblés, notamment ceux de la 91 FM, nos fidèles auditeurs et vous aussi qui nous regardez, qui prenez rendez-vous chaque matin à partir de 7 h avec nous. Oui, on va parler de sexualité précoce chez les enfants. On va parler de plein de choses, nos informations en anglais, en français, notre Le Saviez-vous qui fait découvrir comme ça des personnages emblématiques, des dates, des villes un peu partout en Afrique. On aura également nos astuces, oui, prenez bien note, j'espère que vous avez déjà un stylo bien en main et un calepin, pourquoi pas. On aura l'instant gourmand sur ce plateau et la bonne humeur de ce plateau sur la matinale avec les chroniqueurs qui seront bien là, comme ça pour mettre l'ambiance et pour vous accompagner avec le sourire tout au long de cette journée. Elle est là avec moi déjà. Bonjour Mireille. Bonjour Sabrina et bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir, vraiment heureuse de me réveiller encore une fois en votre compagnie. C'est le troisième rendez-vous de la semaine. Oui. La bonne humeur hier. Alors, comment tu vas? Du vert aujourd'hui et du jaune. Je suis en vert. On est très souvent coloré sur ce plateau. Oui, moi, je pense que tout le monde voit, et même s'ils ne savent pas, ils voient que j'aime beaucoup les couleurs. C'est ça, il faut colorer la vie, ça permet... Et les foulards, très souvent. Oui, ça, on déjà colorer la vie, ça permet de mettre beaucoup de choses dans la vie, en fait. Voilà, d'être toujours de bonne humeur, malgré tout. Ça forge aussi le mental, les couleurs. Ça forge le mental parce que ça joue beaucoup sur la personnalité. Et ça rend gai quand même. Ça rend oui, voilà, ça rend gai. On m'arrête très souvent pour me dire, j'aime bien Mireille parce qu'elle attache bien ses foulards comme ça. L'africaine, c'est très joli. Bah écoutez, Mireille, elle vous sert comme ça tout, chaque matin, comme ça, ce design de foulard sur la tête et nous on aime bien mettre nos couleurs sur ce plateau pour apporter la gaieté. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous êtes colorés ce matin. Nous, du moins, on a la bonne humeur, on a la pêche, comme chaque matin. Allez, on ouvre notre horoscope, on ouvre cette matinale avec le proverbe du jour, comme d'habitude. Mireille ? Oui, on va découvrir ensemble ce proverbe. Alors, le plus jeune ne doit rien dire, même si le plus âgé lui fait des remontrances. C'est un proverbe mauritanien. Le plus jeune ne doit rien dire, même si le plus âgé lui fait des remontrances. Ça, c'est comme on dit, c'est la sagesse, c'est le bon sens, c'est la bonne éducation. Le jeune qui ne doit rien dire, même si le plus âgé lui fait des remontrances. Il faut savoir déjà donc respecter ceux qui sont plus âgés, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a un jour de plus que vous, un mois de plus, une année de plus ou plusieurs années, c'est vraiment faire preuve de sagesse, de politesse, de bonne éducation que de respecter les plus âgés et de ne rien dire, même lorsque ces personnes vous font des remontrances et surtout ne pas leur faire de remontrances et montrer la bonne éducation et la sagesse. Voilà, c'est tout à fait, je suis d'accord avec toi, Mireille, surtout le respect. Le respect des aînés, c'est une valeur importante, surtout chez nous en Afrique. Respecter les aînés, c'est déjà de la bénédiction. Donc, tout se passe avec le respect. Il faut respecter les aînés, il faut respecter les plus grands, il faut respecter ceux qui ont déjà une certaine expérience. Alors, les remontrances, c'est aussi, il faut les voir il faut les prendre avec beaucoup de pincettes et essayer de tirer le bon des remontrances et puis laisser passer la colère, souvent ce qui est en dessus. On connaît ce qui est en dessous, c'est souvent des petits conseils derrière tout ça. Donc c'est le respect. Il est là avec nous et il va l'interpréter, ce proverbe aussi avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, Stéphane. je suis là. Je suis bien là aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Mais attends, Mimi, j'étais entendu commenter le proverbe, c'est la dictature. Non, c'est le respect. Non, je plaisante. Non, mais c'est pas la bonne éducation, c'est ne jamais crier sur une personne beaucoup plus âgée. Quand on le fait, c'est que l'éducation a raté déjà. Mais là, il ne s'agit pas de crier sur quelqu'un, on dit de parler. C'est quand le plus jeune, quand on vous fait des bon, non, mais après, c'est vrai, en Afrique, tu sais, c'est comme ça. C'est le respect. C'est même la coutume, parce qu'après, il faut craindre les aînés. Parce que si un aîné te dit un truc, c'est comme une malédiction. Même quand il te dit rien. Même lorsqu'il te dit rien. Donc, c'est vrai, il faut respecter les aînés, mais souvent les aînés n'ont pas toujours raison, mais après, il faut respecter les aînés, quoi.
D'accord, allez, voilà, c'était notre proverbe du jour. J'espère que vous également, hein, vous pouvez l'interpréter. N'hésitez pas à nous écrire hein, sur les réseaux sociaux. Allez-y, envoyez-nous, dites-nous oui. C'est vrai que moi, je pense que par rapport à votre proverbe, hein, l'équipe de la matinale, n'hésitez pas, on sera très ravis, très contents de le commenter aussi en disant il y a Moussa depuis le Mali, n'est-ce pas Stéphane, qui nous a écrit sur le proverbe du mercredi. On sera enchantés, hein? Ah ouais, bien sûr. Allez, on poursuit avec toi, avec l'horoscope du jour. Ah, mais bien sûr, c'est évident que les astres nous disent quelque chose de positif pour certains, pas pour d'autres. Ce matin, on écoute. Bélier, soyez le plus souvent silencieux. Ne dites que ce qui est nécessaire et en peu de mots. Cultivez l'art de la synthèse en économisant vos propos, vos actions et vos énergies. Taureau, pas motivé à bosser semble-t-il. Que se passe-t-il? Est-ce l'envie de paresser au lit qui vous envahit ou la mauvaise ambiance au travail qui vous contrarie? Prenez votre mal en patience, bientôt vous aurez l'occasion de faire la grasse matinée. Gémeaux, en gardant une tendance d'avance, vous tenez la concurrence à distance. Tablez sur l'innovation pour avancer vos pions en vous donnant les moyens de concrétiser vos géniales et originales idées. Cancer, vous êtes le premier surpris de la vitesse à laquelle votre nouveau projet remporte un vif succès. L'accès enthousiaste qui lui est réservé vous encourage à amplifier ses effets productifs et lucratifs. Bravo. Lion, aimez jusqu'à l'impossible. Vous avez du charme, de l'habileté et attirez votre proie dans vos filets. Aucune raison de douter de l'issue victorieuse de votre démarche. Vierge, le bien-être n'a pas de prix. Dites-vous qu'en prenant soin de vous, vous faites un super investissement. Votre résistance sera à toute épreuve. Balance, vous êtes dans un beau jour pour aimer d'amour. Trouvez l'amour, déclarez votre amour. Simple et on ne peut plus clair. Célibataire, votre charme est irrésistible, ça tombe bien. Vous craquez à votre tour devant quelqu'un de séduisant. Scorpion, votre style éclectique vous permet de ratisser large et de tester toutes sortes d'activités. Vous joignez aussi l'utile à l'agréable en nouant des contacts sympas. Sagittaire, vous avez le moral sans dessus-dessous à cause de problèmes de sous que vous ne parvenez pas à résoudre. N'hésitez pas à en discuter, négocier, convaincre aussi. L'important est de ne pas en rajouter par des dépenses supplémentaires. Capricorne, tout doucement sur la pointe du cœur, tournez la page. Vous pensez qu'il est préférable de partir quand même avant que la situation ne se dégrade. Vous le regrettez, mais jugez votre décision plus raisonnable. Verseau, votre énergie est en toute sensualité. Impossible pour votre chéri de rester indifférent et insensible à votre charme. Célibataire, vous attirez tous les regards. Poisson, vous agissez au gré de vos envies et en suivant vos intuitions. Plus vous l'écoutez, plus vous vivez des moments magiques et exaltants. De belles surprises vous attendent aujourd'hui. Les As nous prédisent l'avenir ce matin. J'espère que les Scorpions, les Verseaux sont bien au taquet pour écouter un peu ce que pensent les astres ce matin. Hier, on a parlé de sous. C'est Mireille qui devait avoir une bonne rentrée financière. Mais malheureusement, il n'a rien eu. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce que tu en sais? Regarde. Et pourquoi vous répondez en cœur comme ça? Bah dis donc. Parce que c'est logique. Parce que tu connais pas ses finances, tu connais pas sa vie, je sais pas, parce que bon, c'est bon, ses projets. Bon, tu as eu les milliards, c'est bon. Alors. Et moi, je taquinais Mireille, je lui disais non, ça c'est pas ton signe, hein. Ça c'est le signe de Stéphane parce qu'il attend cette rentrée financière depuis le début. Non, mais tu sais, après la thune, franchement, c'est juste. C'est secondaire pour toi. Ouais, on a le soleil, le sourire de Charlène ce matin. Elle vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour la team de la matinale. Bonjour C'est Charlène. un plaisir d'être là parmi vous. Voilà. Tu sais que ton visage, quand tu souris, ça fait un soleil, ça illumine cette matinale. Un soleil à ce point. Bah oui, il y a des visages comme ça. Waouh, ok. Donc le soleil de Charlène, mais moi je dirais que c'est toi le soleil. Oui. Tu es tout de jaune vêtu. Oui, on peut dire ça. Tous colorés là sur le plateau et voilà.
Et j'adore tes boucles d'oreilles. Ah ouais, ok, merci. Alors, raconte-nous tout, la petite histoire, en venant. En venant, c'est comme tous les matins. Hein. Comme ça ça, la me le montre. dit. Comme ça, me le dire, il y a des grincheux, voilà. Et puis je me suis dit, mais le papa, il a quel problème? Moi, j'ai envie de passer. Il roulait tout doucement. Je pense qu'il a passé peut-être une mauvaise nuit. Et puis moi, je me suis juste alignée. J'ai dit, bon, on va pas le faire la folle. On va suivre un peu son rythme. Et il allait très lentement. Et à un moment donné, je me suis dit, non, là, je vais arriver à la matinale à 9h, c'est sûr. Parce que à cette allure, ça ne bougeait pas trop. Mais j'y suis arrivée. Je crois que c'est un problème de concentration au volant. Les gens sont toujours très concentrés. Mais c'est bien, hein, et c'est important parce que on conduit pour tout le monde. Hein. On conduit pour soi, on conduit pour celui qui est à gauche, celui qui est à droite, celui qui est devant, qui est derrière. Mais il y a parfois certains qui sont dans la pensée, hein, Oui. qui sont en train de penser et puis en fait, ils oublient tous ceux qui sont à côté d'eux. Oui. Du coup, tu te rends compte que quelqu'un conduit, mais la personne regarde juste la route, mais elle n'est pas là dans la voiture. C'est vrai. Elle est en train de penser à autre chose. Ah, mais là, quand même, il faut faire attention. Hein, oui, on ne se connaît pas là. Il y en a. Parce que vite, moi, je sais qu'à auto-école, on nous disait attention. Il y a 3 personnes qu'il faut faire très attention, les enfants, les vieillards et je ne sais plus, les ambulances, je ne sais plus trop. Oui, et surtout les personnes malades quand elles traversent la route. Parce que vous pouvez voir quelqu'un en train de traverser tout doucement, vous ne savez pas que la personne est malade en fait. Oui, bien sûr. Et puis vous allez vous mettre à klaxonner ou à rouler très vite. Et il y avait quelque chose qui me faisait marrer. On disait lorsque vous voyez un ballon atterrir, en train de passer, atterrir sur votre voie, attendez, ralentissez parce que le propriétaire du ballon ne va pas tarder à passer. Et moi, ça me faisait rire. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Parce que surtout les vacances comme ça, hein, vous êtes en train de rouler et bam, il y a un ballon qui passe. Attention, il va surgir là tout de suite pour courir prendre ce ballon. Allez, on était là en train de parcoter un tout petit peu sur les faits de société, les histoires de tous les jours, hein, Stéphane. Bien sûr, c'est les histoires de tous les jours. Allez, Charlène, tu nous lances la première info de ce matin. On va parler de sexualité. On va parler de sexualité précoce. Ah non, on écoute de la musique. Bah, dis donc, je suis pressée de chez les jeunes, mais après la musique, je pense que Stéphane serait mieux un sujet intéressant pour nous balancer la musique. Oui, on va souffler en musique. Mais elles ont lancé la musique, donc play. Voilà, toi, tu as pu le play. Hein. On est de retour après une pause musicale, hein, Stéphane. Ouais, bien sûr, on était du côté chez les Malgaches. On était chez les Malgaches et puis avec une ambiance un peu de musique des îles. On a avec la sonorité reggae, on sait que le reggae c'est une musique qui vient des Caraïbes. Donc Madagascar, c'est on va dire c'est une grande île, une île assez vaste. Oui. Donc voilà. On va avec ces ambiances-là ce matin pour commencer cette journée. Tu ne trouves pas qu'on ressemble à ces filles des îles, hein, à des Malgaches, tu ne trouves pas? Non, pas du tout. On n'a pas un air tout petit peu, non? Peut-être toi un peu, mais Mimi non. Mimi elle ressemble à cette jolie femme africaine qu'on adore. Et les Malgaches aussi sont... les Malgaches, c'est vrai non, c'est vrai qu'on a coutume de dire quand quelqu'un est clair qui ressemble à... Non, les Malgaches sont un peu sur ce côté d'Asie, en fait. Tu sens que le Pacifique oui, il y a un mélange, exactement. Voilà. Oui. Donc, voilà, il y a l'Asie qui est là et il y a aussi ce côté carnaval des îles, cette ambiance caliente qui est là. Donc, voilà. Mais nous, on a tendance à se transformer très souvent sur ce plateau. Hein. On peut se transformer en sud-africaine. Allez... On a déjà fait ici, on a bien vu que, allez, nous, on était des Africaines, hein, on n'avait pas de problème à cela. Hein. Non, bien sûr. Allez, on ouvre notre premier sujet. Oui, c'est Charlène qui va le lancer. Hein. Elle ressemble à une maîtresse d'école ce matin. Ah non, vous vous souvenez, moi, la dernière fois, j'étais contre les cours de vacances. Hein. Donc, moi, je suis un parent... Qui compresse un peu, mais avec beaucoup de doudou à côté. Oui, c'est donc, bien. Du miel un peu acide après. Oui, c'est important. Allez, notre premier sujet du jour, on va parler de sexualité chez précoce. Les jeunes. Oui. Donc, on regarde l'élément et on revient après. La sexualité précoce des jeunes est un sujet d'actualité qui préoccupe plus d'un. De nos jours, force est de constater que de plus en plus les jeunes deviennent sexuellement actifs très tôt. Les jeunes filles et garçons se livrent sans être forcément conscients des risques qu'ils encourent par manque d'information ou par immaturité. Sinon, les deux. Serions-nous en train de perdre nos valeurs? C'est la question que se posent la plupart des populations. L'un des sujets les plus tabous des réalités africaines est en passe d'être démystifié par la plus jeune tranche de la population,
Les adolescents s'intéressent de plus en plus à la sexualité et s'adonnent même à sa pratique à si bas âge. Manque d'éducation ou imitation, les enfants ne craignent rien et vont jusqu'au bout de leur imagination. Le sexe, qui a longtemps été un sujet tabou chez les Africains, commence à devenir l'affaire de tous. Mais le pire est que les plus jeunes s'y intéressent beaucoup plus que les autres. La nouvelle génération est certes plus chanceuse dans le domaine du développement, des technologies de l'information et de la communication, mais elle est aussi la plus touchée par ses effets pervers. Les jeunes innocents incapables de discerner le bien du mal et victimes du manque de temps de leurs parents s'adonnent à tout ce qu'ils découvrent dans les médias et parmi ces découvertes, la sexualité. La sexualité précoce, un sujet qui fait de remous en ce moment. On en parle surtout. Bon, on va se focaliser sur l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de outrepasser nos mœurs? C'est devenu un sujet où tout le monde, on peut en parler, on peut en rigoler. C'est devenu quelque chose d'assez, comment dire ça, d'assez vulgaire. Moi, je vois ça comme ça, parler de... Avant, c'était... On est d'accord, hein, Mireille, avant c'était quelque chose où c'était la grand-mère qui t'appelait à côté pour t'expliquer les choses quand tu avais un certain âge, moi du moins, je l'ai vécu comme ça, quand j'avais ou une tante très âgée qui t'appelait, qui t'expliquait les choses, pour que voilà, tu es maintenant une grande femme. On parlait dans la chambre, hein, vraiment en cachette, elle t'expliquait certains codes, les règles à suivre, il faut te tenir comme ça, il faut faire attention lorsque tu as tes premières, lorsque tu as déjà ta période de menstruation est arrivée, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, c'est vulgarisé, je ne sais pas, en Afrique, c'est quoi votre regard dessus quand même? Bon, c'est vrai que dans l'ancien temps, c'était par... la jeune fille, en fait, était initiée, comme on dit, à la vie de femme. Voilà, on l'initiait. Il y avait plusieurs sociétés initiatiques féminines, hein, un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ont accès aux réseaux sociaux, aux médias. On prend le téléphone du parent pour regarder ce qu'il y a Même dedans. Les leurs, hein, ils ont déjà très tôt les téléphones. Oui, leur téléphone et puis aussi la télévision, certains programmes qui ne sont pas adaptés à certaines tranches d'âge. Les enfants, en fait, aujourd'hui, n'ont pas de frein par rapport à ce qu'ils voient. Le visuel est partout et on ne met pas de frein, ce qui fait qu'en fait, ils voient peut-être des images qu'ils ne comprennent pas. Et peut-être qu'ils comprennent, voilà, qu'ils ne comprennent pas et peut-être qu'ils n'osent pas poser la question aux parents. Mais cette sexualité précoce, bon, après ça dépend de l'âge. Hein. Là, quand on dit précoce, c'est quoi? C'est peut-être 12 ans. C'est 11-12 ans lorsque les enfants commencent un peu à se développer, parce qu'à l'intérieur d'eux aussi, ça parle. À l'intérieur de ça parle, quand le corps commence à changer, on est conscient, on prend conscience de sa sexualité. Mais au départ, quand ils sont tout petits, ils ont 2-3 ans, bon, c'est vrai, ils se rendent bien compte que le petit garçon n'est pas comme la petite fille, mais indépendamment de ça, bon, ils sont pas, ça leur dira rien, quoi. Mais à partir d'un certain âge, lorsque le corps commence à changer, là, le mental, se pose également des questions. Tout va avec. Oui. Alors Stéphane, ton regard par rapport à cette beaucoup. sexualité précoce, même 12 ans, c'est trop. Hein. Ça commence déjà très tôt, à 8 ans, 9 ans, on commence déjà à parler des choses que nous, on ne pouvait pas, hein, à cet âge-là, parler aussi, non, mais aussi Sabrina, ouvertement. 8 ans, 9 ans, c'est pas là, ça c'est l'influence maintenant de la société, ça c'est Mais c'est très l'entourage. tôt quand même, Stéphane. C'est l'entourage qui fait en sorte qu'un enfant de 8 ans, une fille de 8 ans, Bah de 9 justement, ans on va en parle de parler, ça. l'entourage aussi, c'est un facteur. Parce que l'entourage, les chansons, parce que, excusez-moi, il y a des chansons aujourd'hui qu'on passe dans les télévisions, à la radio, qui agissent négativement sur le mind des enfants, donc c'est clair que... voilà, mais après, être conscient de sa sexualité à 9 ans quand même, je dis non, c'est trop tôt. Maintenant, après, à partir de 15 ans, 16 ans, là, on est peut-être dans les classes 4e, voilà, maintenant, il y a des tentations. Le corps aussi a ça. Le corps change et le corps aussi a ses demandes, je veux dire, ça a ses demandes assez... voilà, à ces interrogations, le corps change. Le corps a besoin de se mettre à l'aise, parfois on griffe. Ouais, et après, voilà. Maintenant, après, il faut que cette fille ait la bonne éducation et un charisme assez imposant pour comprendre ce que ses parents lui enseignent à la maison pour ne pas céder. Tu vois, surtout chez les jeunes filles, parce que les petits garçons,
Nous, on aime bien tester tout. Hein, après, et après, dans l'histoire, après, le petit garçon, c'est tranquille. Lui, il n'y a pas de souci. C'est sur... Ah oui, tu crois? Non, mais lui, Alors, le Charlène, plus souvent, on tu va appelles de laisser l'Afrique. réagir, Charlène. Est-ce que la technologie aussi, comme la technologie va aussi vite, hein, est-ce que c'est également le cas de nos enfants aujourd'hui? Les choses vont très vite, notamment dans leur sexualité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est maintenant aussi vulgarisé? On voit que c'est quelque chose de... C'est plus tabou, c'est plus tabou. Oui, moi je pars du principe que le monde évolue et il y a des choses nouvelles, donc des innovations qui viennent également. Mais la sexualité, c'est un sujet très précoce. C'est un sujet très délicat plutôt, que ce que je voulais dire. C'est un sujet très délicat. Aujourd'hui, moi je pense que parfois, il y a une perte de vitesse entre les parents et ce que le monde montre, donc notamment la publicité et tout ce qui est dans la télévision, et non seulement la télévision, mais les nouvelles technologies aussi. Donc parfois, il y a une perte de vitesse parce que les parents ne peuvent pas contrôler tout ce que les enfants font. C'est vrai. C'est juste pas possible parce que vous ne pouvez pas être au boulot, même si vous donnez une éducation carrée à votre enfant, mais vous ne savez pas ce qu'il fait en dehors de l'école, par exemple. C'est aussi un des facteurs clés de, on va dire, de cette dépravation, parce que à un moment donné, c'est une dépravation, voir un enfant de 12 ans, de 14 ans ou de 15 ans même, parce que quand on parle de sexualité précoce, il faut parler du fait que c'est quelqu'un qui n'est pas encore assez mature pour gérer sa vie sexuelle. Donc, et mentalement et physiquement aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas encore assez mature, qui ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc là, déjà, il y a un problème qui se pose, il y a une confrontation où il y a un conflit de génération. Parce que, comme le disait Mireille, à une certaine époque, les parents prenaient la jeune fille ou le jeune garçon, ça dépendait des sexes, et leur parlaient de la sexualité, mais pas de manière, pas de façon frontale. Il y avait beaucoup de mystères autour, il y avait beaucoup de mots autour qui pouvaient montrer à la jeune fille qu'en tombant enceinte très précocement, tu mettais en danger ta santé, tu mettais en danger ta vie scolaire, tu mettais en danger ceci, cela. Ça n'a pas évité qu'on assiste aux grossesses précoces aussi. Parce qu'il ne faut pas aussi idéaliser une certaine époque pour dire que celle d'aujourd'hui est tellement perdue. Mais moi, je pense qu'avec les innovations, les parents se perdent un peu. Il y a aussi un problème de découverte. Il y a aussi les parents qui ont laissé les enfants, qui laissent les enfants découvrir seuls ce pan de leur vie. Parce qu'il arrive des moments où vous n'avez pas ce rapport facile entre votre mère et vous pour parler de sexualité. La mère trouve que c'est un sujet assez délicat. Justement. Assez, voilà. Donc, du coup, elle n'en parle pas beaucoup. Et ça arrive fréquemment. Regardez l'image. Vous regardez un film et vous tombez sur une scène érotique. Soit le parent va changer de chaîne, soit l'enfant va se mettre à gratter la tête. Ce genre de situation. Voilà, parce que le parent n'a pas ce rapport immédiat avec l'enfant pour dire que, en fait, ça va arriver dans ta vie, mais voici comment tu peux te justement, préparer. ça tombe bien que tu en parles, Mireille. Est-ce qu'on doit désormais en parler? Est-ce qu'on doit faire une éducation sexuelle? Est-ce qu'on doit vivre avec son temps aujourd'hui? Est-ce qu'on doit se dire, bon, il est temps qu'aujourd'hui, on doit avoir quand même ce rapport où on peut en parler tranquillement à notre fille en disant, bah écoute, où on doit toujours rester vraiment cantonné à nos traditions, à nos mœurs, où c'était quelque chose où il ne fallait pas en parler publiquement. Est-ce qu'on doit suivre la donne en disant, bah, écoutez, les choses évoluent, on va en parler, on va suivre justement ce genre de scène, ne pas changer, il faut que l'enfant voit ça, et puis, qu'est-ce que... Non, c'est pas, la solution, c'est pas non plus de laisser un enfant regarder une scène qui n'est pas adaptée à son âge, un film, un programme qui n'est pas adapté à son âge. Je pense qu'au fur et à mesure, là je parle du continent africain, déjà au niveau de l'éducation, c'est-à-dire tout ce qui est école, peut-être primaire, je pense ils peuvent déjà à leur niveau commencer quand même l'éducation sexuelle. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de précoce, c'est pas que l'enfant il peut être éduqué sur le plan sexuel, mais commencer précocement sa sexualité, parce que c'est le mot précoce. C'est vrai que même à 15-16 ans, on est adolescent. Mais bon, est-ce que lorsque un jeune de 15-16 ans est actif sexuellement, est-ce précoce ou pas? Ouais, et puis après, et la petite histoire, moi je parle de quelque chose d'un vécu, c'est ce qui est réel.
déjà, c'est possible qu'un enfant de 12 ans tombe amoureux. Ça, c'est clair, c'est vrai. Ce sont les sentiments. Ça n'a rien à voir avec... C'est les parle de amourettes, hein, sexualité. Non, tu peux pas dire... Là, je suis pas d'accord avec toi, Sabrina. Tu peux pas dire... C'est nous qui pensons que c'est des amoureux. Mais qu'est-ce qu'il c'est sait, des lui, amourettes. exactement Tomber amoureux, justement, c'est quelque chose qu'on ne palpe pas. Pour dire que c'est pas un calcul pour dire que non, voilà, on peut mesurer ça. Non. On n'est pas là pour juger l'amour de quelqu'un, pour Mais dire où est que le rapport voilà, c'est des avec amourettes. Non, ça veut dire la que maintenant, sexualité précoce? justement, lorsque tu tombes amoureux à 12 ans et une certaine liberté, c'est clair que tu peux justement aller, tu peux pratiquer Tu justement. peux très bien tomber le sexe. amoureux à 10 On ans. revient. Mais après, il y a sans avoir tout. une sexualité précoce, Stéphane. Pourquoi pas? C'est un Ça sujet arrive. qui Ça, c'est donne parce que le monde- vraiment, c'est parce que le monde est ouvert. Stéphane, ce qu'il faut donne à des- relever, c'est que le Parce que le premier monde- rapport sexuel a des incidences sur la vie sexuelle d'un des jeune. conséquences. C'est clair. On aura Voilà. l'occasion Non, de c'est revenir clair. sur Moi, les je ne parle pas conséquences. de ce qui va venir justement. après, je parle du moment. C'était Ça pas- peut arriver, c'est Bah, dis quelque donc. chose qui arrive, mais c'est vrai. On aura l'occasion de revenir sur les conséquences de cette sexualité précoce. Pour l'instant, on va regarder le JT en anglais, Ouais, tout en Steph, image. Laisse, On reste revient. tranquille, Steph. On était du côté du Cameroun, tu disais en off. Oui, bien sûr. Ça c'est leur anglais, je peux reconnaître. Leur pitching, c'est différent du pitching du Nigeria ou du Ghana. Bah, on poursuit, hein, on poursuit avec le petit instant gourmand. Oui, on va Stéphane essayer l'amoureux. de déguster Ouais. avec les yeux et lui aujourd'hui, pourquoi pas. L'instant gourmand. Alors, Charlène, qu'est-ce que tu nous as concocté ce matin? Alors, l'instant gourmand de ce matin, j'espère que ça va calmer un peu Stéphane. On va en Zambie. Ah Pour- oui. Oui, pour découvrir, Ça fait longtemps qu'on est parti en Zambie quand Très même. grand pays. pour découvrir une boule, je ne dirais pas le nom, une boule qu'on va découvrir dans l'élément, qui est de manière traditionnelle, qui fait partie de la cuisine zambienne. Ouais. Donc, si vous n'avez pas mangé cette boule, Une boule qui Oui. ressemble à quoi? On découvre? oui, vous allez découvrir. Ok. C'est nettement mieux de découvrir. Départ pour la Zambie pour notre instant gourmand. Ce pays d'Afrique australe, le pays n'a pas accès à la mer et est enclavé autour de l'Angola, de la RDC, de la Tanzanie, du Malawi, du Mozambique, du Zimbabwe et de la Namibie. L'élément incontournable de la cuisine traditionnelle zambienne est la shima, une purée à base de farine de maïs. La farine très fine est longuement remuée avec de l'eau bouillie jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse. La shima peut être consommée légèrement sucrée, sous forme de bouillie, avec du lait, au petit déjeuner. Pour les autres repas, elle sert d'accompagnement, comme du pain, et se déguste avec les doigts. La shima est l'aliment de base consommé par non seulement les Zambiens, mais aussi les Malawites et beaucoup d'autres voisins africains, qui l'appellent autrement selon la langue ou le dialecte, comme par exemple au Gali au Kenya. Dans la culture zambienne, seule la shima constitue un repas complet. Tous les autres aliments consommés entre les deux sont considérés soit comme des collations ou un substitut qui ne remplit pas son nom. Et oui, si vous rencontrez un Zambien et que vous lui demandez s'il a mangé, s'il n'a pas avalé de la shima de la journée, il vous répondra non. Et ce même s'il a mangé un grand repas de légumes ou d'arachides. Pour les Zambiennes, cuisiner la shima est un engagement affectif, accompagné de nombreux rituels, chansons, coutumes et expressions. Alors, on était tout à l'heure en Zambie avec la boule de shima. Et les Zambiens, quand j'ai fait un peu la recherche, il est dit que si vous avez un ami zambien, un compagnon zambien, vous lui demandez s'il a mangé, même s'il a tout englouti, s'il n'a pas mangé de shima, pour lui, il n'a pas mangé de toute la journée. Ah oui, hein, ça Donc- se voit, hein, donc- que la shima, hop, ça cale. Hein. Donc, c'est un plat. Parce qu'à la base, ça peut être aussi un plat Oui. sans être accompagné de légumes ou autre chose. Ah bon? Oui. Oui, vous pouvez le manger rien que comme ainsi présenté comme boule. Vous pouvez le consommer comme ça. Et la particularité aussi, c'est qu'on peut l'utiliser, on peut la consommer, cette boule, lors d'un petit déjeuner en famille. Donc vous prenez juste vous prenez la farine de maïs, vous remuez, vous mettez du sucre, du lait, et puis ça sert de petit déjeuner le matin. Vous pouvez aussi la consommer à midi avec accompagné de légumes ou de haricots comme on l'a vu, ou le soir, rien que la shima, seulement la boule de shima. C'est un plat de base, en fait. Je crois que j'ai De déjà base. mangé de la shima sans savoir si c'est de la shima. Tu connais Voilà. pas de la shima, Mireille? Certains autres pays aussi consomment cette boule de maïs, Oui. mais il faut dire que
fait de cette manière, c'est un peu un genre de polenta, fait de cette manière, ça se consomme dans plusieurs pays, sucré aussi, hein, comme tu disais, la boule, mais sucré, on fait des boules beaucoup plus petites. D'accord, Voilà. mais eux, ce sont les... Oui, c'est vraiment la boules grosse épaisses. boule, voilà. Bon, on attend une chima pour Stéphane la prochaine fois sur ce plateau. Je vois qu'il est intéressé. Ouais, je vais le déguster avec plaisir. Allez, on poursuit. Hein. On va à la découverte. Oui, ils sont de plus en plus jeunes. Je connais quelqu'un à qui ça va intéresser. Hein. Charlène et les entrepreneurs, elle-même. Voilà, bref, ils sont de plus en plus jeunes comme ça, à entreprendre, à se lancer, à avoir un business. Donc là, on va à la découverte de deux très jeunes entrepreneurs du côté des États-Unis, également du Ghana. On va essayer de regarder ces deux jeunes entrepreneurs. Ils sont lycéens ou étudiants le jour et chefs d'entreprise le soir. Nés avec la technologie, les adolescents n'hésitent pas à créer leur propre entreprise. C'est le cas de Mosiah Bridges, chef d'entreprise ou businessman. Il a créé une ligne de nœuds papillons et il se rend tous les jours dans ses nombreux magasins pour les vendre. Dont il est lui-même l'inventeur et le designer avec un style bien à lui. Il a fait la couverture de plusieurs magazines de mode et émissions télé. Né à Memphis dans le Tennessee, son style des années 60 fait de lui un fashion kid. Il faut dire que tout a commencé comme un jeu et ce jeu est devenu un véritable business. I really like quality. I chose the bow tie because I want to bring it back. Pretty much oversee the entire business as well as overseeing Mo. As far back as probably 4 years old, when I allowed him to dress himself, he would come completely dressed in a full suit and tie. And I'm looking like, where are you going? We're going to the grocery store, what are you doing? Aïcha Gariba, entrepreneur. Alors que la plupart des préadolescents et adolescents sont juste occupés à être adolescents, certains, comme Aïcha Gariba, décident dès l'âge de 10 ans de créer une entreprise. Aïcha est une dessinatrice de talent. Son univers est mignon, drôle et coloré. À son image, elle a fondé The Baconberry & Co., une entreprise de cartes de vœux. Son professionnalisme sert à sa créativité en termes de design, de message et de commercialisation. J'ai commencé à mettre un peu d'effort quand j'avais 10 ans et mes cartes s'amélioraient. Alors j'ai décidé de commencer un business. Chez The Baconberry, on fait principalement des cartes de vœux, alors des cartes d'anniversaire et des trucs comme ça. Mais on fait aussi des autocollants et des imprimés. J'ai décidé de commencer un business parce que je voulais vraiment toucher un plus grand public avec mes cartes. C'était très lent et c'était très difficile parce que je ne savais pas vraiment comment avoir un business de cartes. Et le seul que je connaissais, c'était Hallmark. Alors, je n'allais pas juste appeler Hallmark et leur demander comment on fait ça. Les idées pour les cartes, ils viennent de partout. Si je pense à quelque chose qui me fait rire, j'essaie de le mettre sur une carte. Comme j'ai pensé à un ananas qui portait un pull de Noël. Et c'était tellement drôle pour moi. J'ai fait une idée pour une carte et c'était très populaire en fait. C'est ma meilleure carte. Mosiah Bridges et Aïcha Gariba, deux jeunes entrepreneurs. Franchement, je suis bluffée, hein, Charlène. Moi, je suis émue, en fait, de voir deux jeunes qui ont décidé de réaliser leurs rêves. Et le premier, le plus petit, on voit bien qu'il est accompagné parce qu'il est encore vraiment gamin. Oui, il a sa mère qui est derrière. Et il dit dans l'élément qu'on l'appelle même le bébé chef. Donc, il a des employés à son âge. Quel succès. Oui. Et moi, ce que je voulais aussi relever, c'est l'environnement. Parce que le problème, c'est qu'en Afrique, généralement, on a beaucoup de jeunes qui ont des rêves à vouloir réaliser. Ils ont plein d'idées quand même. Mais il y a un problème qui se pose, c'est un problème d'accompagnement. Vous voyez, eux, ils ont pu se développer parce qu'ils ont peut-être été aussi avec des personnes qui ont pu les accompagner, qui ont pu les encadrer. Exactement. Et aujourd'hui, ils réalisent leurs rêves, quoi de plus beau. Mais comme le dit souvent Stéphane, il faudrait qu'on ait la culture de l'accompagnement pour pouvoir faire exploser tous les rêves de tous les jeunes Africains. Parce que nous tous, nous en avons. Ça, c'est ce qui est clair. Tous les Africains ont des rêves. Mais il y a un blocus, il y a un blocage, c'est l'accompagnement. Comment on fait pour le matérialiser? C'est peut-être la question à se poser. Mireille, ces jeunes sont des modèles. Hein. Oui. Quand on les regarde, on se dit, oui, bah, tiens, bon, pourquoi pas, hein. surtout le côté artistique. Lorsque Charlène parle de modèles, c'est vrai, les jeunes ont des modèles à réaliser. Mais lorsque, je suis sûre que si Aïcha disait à tout le monde,
ah ben tiens, là je suis dans un business de cartes, qu'est-ce que tu vas faire avec les cartes, ça va t'emmener où? Voilà. Le petit, je vais faire des vêtements, Des qu'est-ce que nœuds, tu vas des faire avec les papillons, vêtements, oui. ça va t'emmener où? Oui. Il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça. Parce que c'est ça, et heureusement qu'autour de ces jeunes, il y a les parents, il y a la famille Oui. qui est là pour faire. Et après, c'est vrai qu'après, tout le monde se dit, waouh, 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 il a été accompagné. Mais je suis sûre qu'en fait, au départ, à part les parents, tous ceux qui sont autour disent, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Autour de nous, il y a beaucoup de jeunes qui commencent des business. On se dit, mais moi, mon fils, il est, je sais pas, il pousse des brouettes, il fait quelque chose, il va aller où avec, il n'a pas fait d'études. En général, les gens en Afrique pensent limitent comme à ça, ouais. se limitent On à ça, n'encourage pas sans se très rendre souvent, compte que c'est la ça vie, elle est très longue. Non, c'est pas qu'on n'encourage pas, c'est qu'en général, pour certains métiers, franchement, les gens sont au départ, ils se disent, bon, tu n'auras pas Hésitants. d'argent, ils sont hésitants. Oui. Moi, je Ils suis sont très d'accord hésitants. avec ce que Mimi dit. Et moi, je pense que c'est pas aussi de la faute des parents. Parce que c'est vrai, il faut Heureusement être, qu'ils sont il là, faut être d'ailleurs. un peu, il faut être fou comme moi, par exemple, pour croire à ses rêves et foncer. Mais sinon, après, les parents n'ont pas tort. Quand on voit la façon dont la société en Afrique elle est structurée, on voit que le développement se fait et on ne l'aperçoit nulle part. Entre-temps, ces jeunes-là, ils vivent le rêve américain, parce que c'est ça le rêve américain. C'est le capitalisme. Aujourd'hui, tu peux créer un truc après, si tu te réalises à travers, c'est parce qu'il y a l'accompagnement, il y a l'environnement qui va avec, il y a tout. Et en Afrique, mon fils me dit, voilà, je veux faire de la peinture. Ok, je respecte son rêve, je respecte ce qu'il veut faire. Mais après, lorsque je regarde autour de lui, comment ça se passe, comment le fonctionnement de la société elle est, même si c'est vrai qu'on n'a pas cette capacité de prédire l'avenir. Mais après, tu te poses des questions, tu veux que ton fils soit heureux, tu commences à mettre des interrogations dans ta tête. Tu vois, voilà, en Afrique, on a le problème de démocratie, on a le problème de développement, on a le problème de beaucoup de choses. Et voilà, c'est un peu ça. Mais après, chacun son rêve et chacun sa destinée. Tu vois, dans la vie. Chacun sa destinée. Charlène, Voilà. au départ, on voyait bien surtout Aïcha, son frère, qui raconte qu'au départ, il était un peu sceptique également, comme disait Mireille. Et il était un peu hésitant. Sa sœur faisait des cartes déjà toute jeune, où elle faisait des gribouillis. Il négligeait. Il dit qu'il a quasiment un peu découragé, Conan. Mais voilà, après, il s'est rendu compte qu'elle avait quelque chose en plus. Est-ce que justement, il faut arriver à déceler ce petit quelque chose qui fasse la différence quand même? On se dit, ah non, on dirait qu'elle a... Oui. Elle a quelque chose. Il faut quand même vérifier tout ça. C'est justement ça, parce que dans notre entourage, on ne sera pas forcément... on ne va pas accueillir notre rêve ou notre façon de vouloir entreprendre le secteur dans lequel on veut se lancer. Tout le monde ne va pas forcément voir une issue là-dedans. Il y en aura qui diront, mais comme il a dit, tu fais des cartes, mais tout le monde en fait en fait. Oui. Ça veut dire peut-être que c'est un marché saturé. Mais la particularité, c'est que chaque entrepreneur a un petit plus quand tu as ton rêve. Que tu sois styliste, que tu sois musicien, que tu sois... Chacun a sa particularité. Oui. Elle a dit tout à l'heure, quand elle fait ses cartes, elle s'assoit chez elle et puis quelque chose l'amuse et elle se met à dessiner une carte. Quelqu'un d'autre vous dira que c'est autre chose qui l'inspire. Une inspiration, Donc voilà, oui. donc ça demande aussi de la hauteur. Parce que quelqu'un viendra vous dire, écoute, ce que tu envisages en faire, ça ne va pas marcher. Mais toi-même, tu connais l'objectif, tu connais le but, tu connais la finalité de ce que tu veux faire. Du coup, tu t'y lances et tu te dis, bon, quitte à me cogner à chaque fois, mais est-ce que ce n'est pas la sommation des difficultés, des difficultés ou des joies qui fait une expérience? Si, c'est la sommation de tout ça. Donc, il faut bien traverser les fleuves, il faut bien traverser les gouttes d'eau, il faut bien sauter sous le soleil et arriver à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et après Stéphane, ça, il faut y croire aussi, hein, Non, soi-même d'abord. mais après ça se calcule même pas, c'est clair, l'inspiration n'est pas palpable. Lorsque tu es animé par l'esprit, par les auteurs, voilà, tu ne fais que retransmettre par toi ce que les auteurs ont décidé. Donc en tant qu'un artiste, c'est quelqu'un... Voilà pour comprendre les artistes pour des fous, parce qu'on se dit, ah mais lui, comment, tu es sûr qu'avec ta musique là, tu es sûr que tu vas devenir riche? Mais non, c'est même pas lui en fait. Avec ta création, tu crois que tu vas devenir riche avec? Non, c'est même pas toi, tu fais que traduire en fait. Donc c'est des choses qu'on ne calcule pas. Tu te sens Quelque chose animé. qu'on ressent Voilà, au plus profond de soi. tu te sens, tu es animé par par une lumière et puis voilà, tu exécutes juste quoi. tout simplement. Bah, c'est ça le don aussi, hein, qu'on a quelque chose qu'il faut forcément que ça sorte. Ça va sortir un jour ou l'autre, même si on essaie de l'étouffer, n'est-ce pas Mireille? Même si on essaie de l'étouffer. C'est vrai que l'histoire des dons, ça vient d'un passage biblique. Lorsque tu étouffes le don, Ouais, tu ne t'épanouis pas en fait. Oui. Et Voilà. puis le don, Amen. et le don a cette particularité, et on le dit également, que peu importe le temps,
peu importe la durée, il finit par sortir, il finit par éclore. Donc, éclore. voilà, quand vous avez un don, c'est quelque chose qui, même au détriment de votre volonté, qui va forcément se manifester. C'est au-delà de ce que vous pouvez espérer, quoi. Bah, on encourage, hein, Oui, bien sûr. ces deux jeunes entrepreneurs. Voilà, et bien c'est l'heure du journal en français. Il va être présenté par Sabrina Massima. Nous, on revient en deuxième partie de votre programme matinal. À tout de Évidemment. De retour sur ce plateau, Mireille. Oui, bien sûr, nous allons continuer avec Stéphane qui nous propose, comme chaque matin, un live communion d'un artiste avec son public, avec vous, avec nous, avec les auditeurs de la 91.0, Stéphane. Live Man Direct. Donc du coup, on va aller en RDC. C'est un groupe, c'est une histoire assez formidable parce que c'est des personnes qui vont de rien. Hein. Après, J'ai une souris qui vient de me souffler quelque chose dans mon oreillette. Et puis, après, le destin montre combien de fois ce que je disais. Quoi. Après, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas souvent. Hein, parce que l'art, c'est pas le calcul. Quoi. Donc, Je sais de quoi il s'agit, on va regarder. Très 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 fort. Mama mono he soki bobengi ngana koya lisusu te bongo pasie bato bameranga bambongo nalela bongo ya mingi na fongolisa konte na big bank assurance bato bameranga bambongo nalelilela bongo ya mingi na fongolisa konte na big bank assurance moziki ya barani bale mama mono he soki bobengi ngana koya lisusu te bongo pasie rumba blusa elegance rumba blusa rumba blusa rumba blusa rumba blusa. Esta mulher me pertence da casa de mulher. Porque no terro, amigo, 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 amigo. Esta obrigado. La canta continua, la canta continua. Mama, mama, mama,
Mama tosali likelembanga na bango likelembanga na baningana moziki ye mama moziki ye ekomi tunanga baboy kotelanga moziki ye mama moziki ye mama tosali likelembanga na bango likelembanga na bango moziki ye mama moziki ye ekomi tunanga baboy kotelanga moziki ye mama moziki ye mama likambambanga tosali likelembanga na bango c'est vrai moziki ye mama ekomi tunanga baboy kotelanga moziki ye mama moziki ye mama tosali likelembanga na bango likelembanga na baninga moziki ye mama moziki ye ekomi tunanga baboy kotelanga Alors là, on est reparti dans les années 60. Non, pas dans les années 60. Nous sommes juste là. Nous sommes en 2011. En 2011, bah dis donc, c'est avec, pas si vieux quand même. Ouais. Avec Bendastaf Bilili, qui est un groupe justement congolais. Qui ont des petits. Ils ont attrapé la polio après. Ah oui, je les connais. Ils ont tellement galéré dans le parc national de Kinshasa. Et ensuite, ils ont eu la chance d'avoir un producteur qui, après, ils ont enregistré un album qui a été masterisé en France, mixé. Après, ils ont fait une tournée mondiale et ils ont fait leur premier album. Et ça, ils ont eu un succès phénoménal. Et dans ce morceau qu'ils ont interprété, ils parlent de la musique. Ils remercient la musique de cette force qui a fait en sorte qu'ils s'affirment dans la société et dans le monde. Parce qu'ils étaient vraiment marginalisés, ils étaient vraiment exclus de la société. Oui. Travailler, tu sais, lorsque tu es handicapé dans un pays comme la RDC, vraiment, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment le staff Bidi. La petite histoire, aujourd'hui, ils sont séparés. Ah bon? Ouais, trop de succès. Voilà, et donc c'est ça. Ils ont vraiment eu un succès en 2011. Et chacun fait une carrière solo ou... Non, ils sont carrément divisés. D'autres, ils sont allés d'autres parts. Voilà, d'autres ont pris un chemin, d'autres ont un autre chemin. Voilà. Mireille, c'est un groupe qui a touché beaucoup de gens. Ils ont fait le tour du monde quand même, ce groupe. Oui, et on en a déjà parlé sur cette matinale de ce groupe. Bon, c'est une belle leçon de vie, ce groupe comme ça, de voir que bon, l'art, il est là, qu'on soit handicapé ou pas. L'art, c'est l'esprit qui détient, le don qui détient l'art. Et c'est valeureux comme ça, mais c'est un peu dommage qu'ils se soient séparés quand même. Parce que c'est quand même bien comme ça de rester ensemble quand on commence une belle carrière. Tu sais, après en Europe, il y a des jolies blondes. Il y a les mallettes d'argent. Merci pour ce live. Un flashback? Avec plaisir. Oui. Justement, là, on va maintenant dans 74, où il y a eu le combat de Mohamed Ali et Georges Foreman, combat dans la jungle. Voilà, il y a eu des musiciens qui ont participé à un festival parce qu'après ce combat a eu une ascendance. C'est transformé en grand festival de musique. Donc il y a eu le grand Amouma Asekini et sa sœur Betty Asekini qui ont joué. Donc on regarde le flashback. On découvre. D'accord. makambo mobali oyo natiaki motema po tovanda amemisi yeka mokumba mpe alimwe ye mama nalia namunangani yo nalia namunangani yo Jumbo tatai
Chimbatata. Chimbatata, chimbatata. Akikiwa na pasie. Ye akima yo. Oh, akima Ye akima yo. Oh, yo, yo, yo. Atari. Dit is wat meer met elkaar. Drink some water. Je disais comme ça en off, Abiti pour Massikini. une fois dans ma vie. Abiti Massikini, je l'ai vu, cette belle dame qui a été Ouais. longtemps quand même une Très grande belle, chanteuse. si j'étais de son époque, j'allais forcément rentrer en puissance, c'est évident. Voilà, Bon. on va dire que c'est une artiste dont on ne présente plus, c'est une Oui. grande chanteuse qui a marqué les années 60, 70, Oh là là, elle était 70 super belle, oui. 80 et au début des années 90. Donc justement, elle est décédée en 94. Oui. Elle est née à Stanleyville avec son frère, justement, qui s'appelle Mabemba Massekini, Jean alias Jeannot. Voilà, c'était un guitariste, un Zaïrois, chanteur de rumba, de jazz, de blues aussi, Oui. comme sa sœur Abiti qui a eu des grands succès, qui a été la première chanteuse noire d'Afrique à faire un concert à l'Olympia. Et c'est vraiment l'une des figures emblématiques de la musique africaine parce elle a fait 21, elle était signée à RCA à l'époque, il fallait le faire, Columbia, et elle a fait 21 albums. Wow. Et voilà.
Abeti Massikini. Tu connais Mireille Bon, bah, Oui, c'est vrai mes que- parents, en fait, Oui. écoutaient beaucoup à Betty. Moi, j'ai entendu juste parler, Notamment la chanson Attention, je suis fâchée. Ah, ouais. Voilà, ça c'est vraiment ce que je connais. Là, en fait, Soukous, c'était le soukous à l'époque. oui, attention, je suis fâchée. Après, bon, c'est vrai que les autres chansons, je ne peux pas me les remémorer parce que j'étais très, très petite. Et elle a vraiment fait les beaux jours de la musique africaine. Hein. Ouais, C'était vraiment. vraiment une grande artiste africaine de l'époque, dans tous les magazines. Et les parents avaient tous ces 33 tours. Chaque fois que ça sortait, c'était Abeti, Abeti, Abeti. Et là, c'est vrai que là, je découvre un autre visage parce que le visage que j'ai d'elle, c'est quand elle chante « Je suis fâchée ». Voilà, et là, on voit, elle était plus jeune, je Non, là, elle pense. était plus jeune. Attends, Elle était plus 74, jeune, c'est oui. quand même... voilà, on est jeune. Et puis, elle se battait toujours pour vos trucs, là. Comment vous appelez ça? L'émancipation de la femme, de toute façon. Oh là là. Donc, voilà. C'est pas Voilà possible, pourquoi, voilà pourquoi les moments avec les disques comme ça. Bah, merci Stéphane pour ce Oh, flashback. de rien, c'est gratuit en plus. Bah dis donc, cette phrase je l'attendais, hein, c'est gratuit. On a des invités sur ce plateau, oui, on a des invités qui sont avec nous déjà bien à côté de Charlène. Hein. Donc Noël Ezan-Obian, Elsie Kassa et Axel Agnessi qui sont avec nous, qui sont tout simplement les jeunes du Yali Dakar. Donc ce sont ces participants et ils auront l'occasion de nous édifier un peu plus sur ce Yali avec Charlène. Bonjour chers invités. Bonjour. Bonjour invité. Bonjour invité, wow. C'est pluriel. Bonjour invité. Alors Charlène, tu nous les cuisines un tout petit peu? Bon, un tout petit peu déjà d'entrée de jeu, de dire et présenter à nos téléspectateurs et auditeurs, c'est quoi le Yali? Ok, bonjour encore et merci au label TV pour cette charmante invitation. Et je vois que le plateau est très coloré. Bah, merci. Hein. Alors le YALI, c'est quoi? C'est le Young African Leader Initiative, qui est une initiative des jeunes leaders africains. Mais normalement, principalement de la Fondation Barack Obama, qui veut inciter les jeunes africains à prendre des initiatives, à se développer en tant qu'entrepreneurs, en prenant des participations actives dans les activités de leur pays. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec des... Oui, vous êtes accompagné Je suis accompagné avec deux charmantes deux dames. jolies dames, oui. Deux charmantes dames. De charmante puissance, comme dirait Stéphane. Bien sûr. Juste pour ajouter que nous, en principe, nous sommes partis à 7. Et aujourd'hui, on a juste eu 3 personnes de libre pour participer à votre invitation et répondre présent ce matin. Mais l'expérience aux jeunes dames, l'expérience Yali Dakar, qu'est-ce que c'est exactement? L'expérience Yali Dakar, moi je suis Elsie Kassa, je suis chef d'entreprise et pour moi c'était vraiment une très belle expérience parce que j'ai été au contact d'autres jeunes comme moi dans le programme Business and Entrepreneurship. Alors il y avait les promoteurs, ceux qui partent de l'idée, qui n'ont pas encore réalisé leur projet, et il y avait également des chefs d'entreprise. Alors nous avons été mis en situation pour réaliser un projet social communautaire. C'était vraiment bien, c'était pour moi une très belle expérience parce que malgré le fait que j'étais chef de mon équipe, par exemple, nous sommes partis sur un projet dans lequel je ne m'y connaissais pas du tout. Alors, j'ai fait confiance aux membres de mon groupe et ensemble, nous avons ménagé nos efforts. Nous avons travaillé vraiment de façon conviviale avec les jeunes des parcelles assainies en fabriquant des lampes écologiques. Alors, c'était vraiment de belles réalisations et c'était une très, très belle expérience pour moi. D'accord. Et à côté, Axel Agnessi, l'expérience Yali Dakar. Alors, le Yali, pour moi, c'est déjà une belle expérience parce que je suis entrepreneur dans le domaine de la culture. Et là-bas, j'ai acquis des connaissances. J'ai aussi reçu tous les mécanismes en fait, de bonne gestion d'une micro-entreprise. Moi qui me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça fait pas à peine 6 mois. Et j'ai acquis vraiment de solides connaissances, en fait, la base pour la bonne gestion d'une entreprise sur le plan financier et sur le plan managérial. Alors, mais concrètement, comment ça se passe le Yali Dakar? Est-ce que c'est une salle de classe dans laquelle vous allez tous les jours pendant toute la session que vous passez au Sénégal? Est-ce que ce sont des exercices pratiques que vous faites? Comment ça se passe concrètement? Alors, ce qu'il faut dire
Parce que le Yali, premièrement, ça commence par postuler en ligne. Et c'est l'étape vraiment la plus cruciale. On postule en ligne. On respecte une deadline pour avoir une réponse. Après, normalement, la spécialité, cette fois-ci, c'est qu'on a passé une session hybride. C'est-à-dire on passe 3 semaines en ligne en interagissant avec des groupes qui sont dans d'autres pays. Et au-delà de ces 2 semaines... Excusez-moi, qui postule? Tous les jeunes entrepreneurs qui veulent ou Tous les jeunes entrepreneurs entre 18 et 35 ans. D'accord. Et les projets sont vraiment ouverts. Vous pouvez postuler avec un projet d'ordre communautaire, un projet en éducation, un projet en civil, en leadership. Et normalement, nous avons 3 grands modules, c'est-à-dire le public management, pour ceux qui sont habilités à postuler aux mandats électifs et autres. Et pour le civil leadership, pour ceux qui veulent animer des activités dans le civil. Et pour le business entrepreneurship, pour ceux qui ont des idées de business, des idées d'entreprise et autres. Et nous, spécialement, c'est peut-être une incidence ou une coïncidence. Nous sommes nous 3 participants du business entrepreneurship. C'est très bien. Ouais. Les futurs leaders. Les futurs leaders. Et moi, spécialement, je suis entrepreneur dans les télécoms. D'accord. Actuellement. Et voilà. Bah, alors, le Yali Dakar, racontez-nous un peu qu'est-ce que vous avez retenu concrètement de ce Yali Dakar. C'est vrai que vous avez appris beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous avez retenu que vous pouvez effectivement mettre en exergue ici? Moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment l'idée d'impacter notre communauté. Parce que je ne cache pas que lorsque j'ai commencé, et pour avoir côtoyé beaucoup d'entrepreneurs ici au Gabon, en général, lorsqu'on se lance, c'est vraiment dans le but de générer des profits, c'est de penser, on voit grand, se dire, ah oui, demain, ça va porter du fruit et je serai bien. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus impacté, c'est de me rendre compte qu'en fait, notre principal intérêt devait d'abord être axé sur la communauté. C'est-à-dire, je propose un service, mais mon premier objectif est de régler une situation, un problème dans la société et d'aider mes concitoyens à vivre mieux par rapport à la solution que je vais leur apporter. C'est vraiment ce qui m'a marqué. Ils nous ont beaucoup encouragés. Au-delà de toutes les connaissances que nous avons acquises, bon, pour certains c'était nouveau, pour d'autres, par exemple, comme moi qui s'était déjà lancé avant, c'est des formations que j'avais déjà reçues, mais je n'avais pas forcément cet impact. Mais les projets que j'avais forgés à long terme n'étaient pas forcément axés sur la communauté. Alors qu'aujourd'hui, en rentrant, j'ai fait une liste, je me suis dit, ah oui, il faut que je réalise ça à tel endroit, il faut que je fasse, parce que je me dis, c'est bien que en sortant, je vois par exemple des enfants s'amuser et de me dire, waouh, j'ai fait le bonheur des enfants de Libreville par exemple, ou Franceville, je ne sais pas. Avec le temps et les moyens mis à disposition, j'espère bien mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Vous êtes revenu motivé au taquet. Moi, ma question, elle est pour mademoiselle ou madame Kassa. Voilà. C'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle. D'accord, c'est cool alors. Oh, Stéphane. Est-ce que l'entrepreneuriat pour vous ou pour toi, si tu me permets, bien sûr. D'accord. Est-ce que c'est une affaire de passion ou bien c'est parce que tu penses que la fonction publique elle est morte et puis après voilà, tu te lances dedans ou bien tu te dis juste voilà, j'essaye ou bien c'est une affaire de passion? Qu'est-ce que c'est pour toi? Bon, ce qui m'a poussée à entreprendre, c'est vraiment une affaire personnelle, on va dire. Je suis maman d'un merveilleux petit garçon qui s'appelle Ezra. Il nous regarde sûrement. Oui. Il ne faut pas t'arrêter, il faut continuer. Voilà, lorsque je l'ai eu, eh ben, à la base, je voulais créer un centre de loisirs pour les enfants, en fait. Mais l'organisme qui m'accompagnait était réticent par rapport à tous les projets qui concernaient les enfants parce qu'il y a beaucoup d'engagement à prendre. C'est très délicat. Voilà. Et du coup, j'ai pensé à l'environnement et ça a été pour moi une source de motivation. Aujourd'hui, la préservation de l'environnement
est une question majeure et commune à tous les pays du monde, je veux le dire. On assiste aux différentes COP qui se réalisent chaque année. Et pour moi, c'est une contribution. J'ai été formée en droit et sciences politiques, mais l'environnement, pour moi, c'est une passion aussi. J'aime beaucoup la nature et la décoration. Ce qui fait que quand j'ai commencé dans Econet Service, qui est essentiellement une entreprise de gestion, collecte et gestion des déchets, nous avons commencé par la pré-collecte. Et dans le cadre du YALI, lorsque j'ai postulé, c'était avec un projet de valorisation des déchets ménagers pour la production du compost. Très bien. Donc, c'est vraiment une passion. Mireille, une question à nos invités? Oui, En fait, la rhétorique est tellement là que... En fait, c'est pour connaître les retombées. Quelles sont les retombées concrètes au sortir de là? Du YALI Dakar. Ok, il faut déjà dire que le YALI, normalement, c'est une découverte de soi, avec les formations qui sont dispensées dans le coaching, dans le leadership. C'est plus une découverte de soi parce qu'au départ, on nourrit tous chacun une passion. Moi, je nourris la passion pour l'entrepreneuriat. Et comme actuellement, il y a plein de jeunes qui se lancent et qui ne savent pas où aller, il faut bien qu'ils soient accompagnés. Et c'est dans ce sens que moi, j'ai le projet avec des amis. Nous avons monté une ONG qui doit normalement faire l'accompagnement des jeunes et leur permet d'avoir un espace où ils peuvent commencer à exercer leur passion. Et au-delà de... après cela, il faut bien qu'on arrive à évaluer combien de jeunes ont été effectivement impactés et combien leurs initiatives ont porté de fruits. Et c'est un peu ça. Les retombées du YALI, c'est à long terme. Nous, on ne peut pas tout faire. On va essayer, un temps soit peu, à déployer nos activités, à inciter plein de jeunes à prendre cette initiative-là comme étant la leur, et puis en faire finalement un boom pour les Gabonais. Combien de centres régionaux existent-ils en Afrique? En Afrique, il existe 4 centres régionaux. Le premier centre qui est à Pretoria, en Afrique du Sud, et le second est au Ghana, et le troisième, il est à Dakar, et le quatrième, il est au Kenya. On a vu des belles photos de Dakar. Oui, très belles alors, photos. Alors, retombées pour les deux jeunes filles qui n'ont pas... Oui, l'impact, Axel. Alors, les retombées pour moi, mon projet est axé sur la photographie et l'artisanat. Voilà, donc j'ai beaucoup développé mes capacités de photographe. Les photos que vous avez vues, il y en a certaines. Vous allez nous en faire sur ce plateau des photos. Ah non, malheureusement, je n'ai pas apporté mon appareil photo. Donc, le YALI, pour moi, ça m'a apporté des outils nécessaires au développement de mes capacités, en fait, comme pour chacun de nous, au développement de nos capacités individuelles. Et à mon retour, en fait, je sais comment je vais pouvoir maintenant m'organiser. J'ai créé une coopérative de jeunes entrepreneurs, justement pour développer nos activités personnelles. Et pour revenir aussi à la question de Stéphane, moi, l'entrepreneuriat, c'était plus une solution salvatrice par rapport au chômage. Et maintenant, j'ai pris conscience que c'est un engagement. Je dois montrer l'exemple et aussi susciter des vocations, en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Bon, maintenant, moi, je suis un jeune qui m'interroge. Pourquoi aujourd'hui je dois faire confiance à YALI, en fait? Pourquoi? Alors, vous pouvez faire confiance au YALI déjà parce que ça peut vous apporter une très bonne formation en leadership et en développement communautaire. Et ensuite, ça vous permet d'aller vers des organismes, des institutions pour demander des financements par rapport à un projet qui aura aussi un impact communautaire. C'est la même chose que me dirait Kassa, Élise. Elsie, oui. Elsie, pour la petite histoire, Stéphane ici s'appelle Kassa. Donc, c'est pour ça qu'il insiste sur Elsie Kassa. Je comprends, ça se comprend, voilà pourquoi elle est jolie et c'est clair. Oh là là. Oui, on vous écoute, Elsie Kassa. Alors, je dirais, oui, comme le disait Axel, et pour moi, je recommande le YALI parce que je me dis c'est une opportunité déjà pour se faire former. C'est vraiment une opportunité pour se faire former en termes de leadership, en termes de management, pour comment gérer une entreprise. Voilà, c'est ça le management. Donc du coup, j'encourage les jeunes parce que beaucoup se lancent sans se faire former au préalable.
Et lorsqu'on n'est pas, on n'est pas formé, c'est vrai qu'à la base, le leadership, c'est un don naturel, mais c'est important de se faire former parce que l'idée est de se pérenniser aussi dans le temps. Donc si on n'est pas formé, on peut se lancer et puis après on se décourage, quoi. Charlène, toi qui es dans le domaine, on voit que c'est quand même... Il faut peut-être ajouter à ce qu'elle a dit. Oui. Il faut profiter du Yali parce que nous savons qu'en Afrique, la formation coûte excessivement cher, surtout le type de formation qu'offre le Yali. C'est gratuit, là. Et c'est gratuit. D'accord, on ne va pas faire de pub au Yali. C'est une belle opportunité pour les jeunes Africains. Moi, j'avais une question par contre, sachant qu'il y a déjà eu plusieurs éditions, donc plusieurs cuvées donc de jeunes du Yali. Est-ce qu'il y a cette relation entre ceux qui sont passés avant vous et vous aujourd'hui pour essayer de vous fédérer et de maintenir les apprentissage? Parce que chacun de vous, j'ai écouté, vous parlez de créer des espaces communautaires, d'appeler d'autres jeunes porteurs de projets pour être en coopérative. Est-ce qu'avec ceux qui sont passés avant vous, notamment au Gabon, parce que je sais qu'il y a plusieurs nationalités qui se retrouvent dans les différents centres, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'il y a cette relation qui est établie entre vous? Oui, alors je vais répondre. Il y a des liens qui ont été tissés? Oui, justement, le but du Yali, c'est aussi du réseautage. Et dans chaque pays, il y a des associations d'alumni, en fait, des anciens participants du Yali. Et au Gabon, on a aussi une association alumni Yali Dakar, justement pour être fédérés et très bien. Échanger. Super. Merci. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose. Oui, on vous écoute. Voilà, je viens de créer un partenariat avec Elsie et on participe à une exposition justement. Super. Voilà, pour lancer nos activités et aussi recruter des jeunes. Donc on fait de la prospection là-bas à l'exposition. D'accord. On vous encourage là. Merci Super. aux participants du Yali Dakar, Axel Agnussi, Elsie Kassa et Noël Edzan Obian qui est avec nous sur ce plateau. On vous raccompagne, n'est-ce pas Charlène, en musique? Oui, en musique. La DJ, Stéphane m'a passé les pouvoirs. On va par contre aller vers un micro-trottoir sur une culture générale. D'accord, Stéphane n'aime pas cette partie. Non, mais finalement... On a baladé notre micro dans les rues de Dakar. Vous revenez de Dakar, ça tombe bien. Pour taquiner un tout petit peu les gens sur la culture générale. Alors, on va regarder. Combien de pays constituent la CEDEAO? La CEDEAO est constituée de 11 pays, je pense. 8. 8 pays, hein? Hein? Vous pouvez les citer? Le Sénégal, Guinée, Gambie, non. Hein? Guinée-Bissau, hein? La Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, Burkina Faso, Togo. Là, il y en a plus de 8, là. Non. CEDEAO. CEDEAO, hein? Oui. Non, si c'est la CEDEAO, c'est 15. Ah. Mais j'avais cru que là, c'était l'UEMOA, je pense. Si. Pouvez-vous nous donner la définition de la CEMAC? CEMAC. CEMAC ou CENAC? Aucune idée. Franchement. Aucune idée. La fin de l'apartheid, quelle année? C'est dans les années 80, non? Les années 90, mais plus encore. 92. 94? Ok. Définition CEMAC, très sincèrement, j'ai oublié. CEMAC. Je pensais que c'était CEMAC avec un S. C'est l'erreur que j'ai faite. Hein. Même moi. Oui. Effectivement. Qui est l'actuel président de la République du Congo? Hey, Kabila. Kabila. Lequel Congo? Quel Congo? Brazzaville? C'est Brazzaville. Congo-Brazzaville. C'est notre ami Sassou. Sassou. Quelle a été la profession de Cheikh Anta Diop? Chercheur, professeur d'université et chercheur. C'est de Nelson Mandela. Décès de Mandela. Ah, ça c'est récent. C'est en 2010. Il y a 2 ans, 3 ans. 2013, 2014. Donc, qui était M. Lamine Gueye?
Monsieur Lamine Gueye est de profession, il est avocat et il fut président de l'Assemblée nationale du Sénégal. De quelle année à quelle année? Ah ça, je ne saurais vous le dire. J'étais encore enfant. Alors, la récente réaction du Mali, on a réélu ou qui est le président actuel du Mali? Boubacar Keïta. C'était quand la date Il y a une semaine. Vous avez une date précise? Non, j'ai oublié, mais il y a une semaine. Si on calcule, c'est le 20 ou le 21, je ne sais pas. Le plus haut sommet de l'Atlas se trouve au Maroc, en Tunisie ou en Algérie? Le plus haut sommet au Maroc. Oui, oui. Alors la Libye n'a pas de frontière avec le Mali, le Tchad ou le Soudan? Le Tchad, non. Il a des frontières avec le Soudan et le Tchad, mais pas le Mali. Ouais. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui. Voilà, un petit tour hein, avec la culture générale, ça fait pas de mal. On a vu, on a quand même eu des... Ils ont bien répondu, certains ils ont bien répondu. Oui, ça veut dire quoi les... C'est toujours de la culture générale. Ça montre que y en a qui ont ça dans la tête. Il suffit juste de réveiller, de poser la bonne question au bon moment. On va dire merci à Panda qui est du côté de Dakar. Du Dakar, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore dans le Yali. Ça va? On est déjà, on est à Dakar là. On a une invitée, l'équipe de la matinale, on se taquine. Hein. On a une invitée maison, oui, qui est avec nous sur ce plateau, Nathalie Okiela, qui est venue nous parler de ISTA, cette école, cet institut spécialisé de la CEMAC. Donc, on va en parler tout au long de la semaine dernière. Il y a eu l'inauguration, des journées portes ouvertes, il y a eu plein de choses. Donc, bonjour Nathalie. Bonjour Sabrina. Comment vas-tu? Mireille. Ça fait longtemps qu'on t'a reçu sur ce plateau, n'est-ce pas Mireille? Madame Léla ne m'a pas dit bonjour. Hein. Bonjour Sabrina, bonjour Mireille, bonjour à Charlène, bonjour à Stéphane. Bonjour. Je sais que tu veux me taquiner, mais bonjour quand même. Non, tu sais, tu es la bienvenue. Moi, j'aime quand tu es là. Voilà. Alors, Nathalie, ISTA. Ouais, ISTA, comme tu l'as dit, c'est une école sous-régionale, multisectorielle, de technologies appliquées, de planification et d'évaluation de projets. C'est une école spécialisée de la CEMAC, donc une école mise en place par les chefs d'État de la sous-région d'Afrique centrale. C'était en 1980. Et c'était à l'ancien UDEAC, Union douanière des États monétaires d'Afrique centrale, d'accord? Alors les chefs d'État avaient réfléchi pour résoudre la problématique du déficit en ressources humaines qualifiées. Alors il fallait mettre en place cette école-là pour former les cadres dans la sous-région et surtout que les pays de la sous-région n'avaient pas assez de cadres pour développer ces États-là. Vous savez, la sous-région d'Afrique centrale, c'est 6 pays. On a le Congo, on a le Gabon, on a le Cameroun, on a la RCA, on a le Tchad. Alors, il fallait des cadres pour travailler dans divers secteurs. Alors, c'est comme ça que les chefs d'État ont dit, au lieu qu'on dépende de l'extérieur, notamment de la main-d'œuvre étrangère, celle de l'Occident, qui est très, très coûteuse, il fallait donc réfléchir dans quelle mesure mettre en place une école qui pourrait former les cadres qui exerceraient dans les 6 pays. Aujourd'hui, ça porte ses fruits parce que les cadres qui sortent de l'ISTA peuvent intervenir dans plusieurs projets dans la sous-région d'Afrique centrale. Alors cette semaine, comme vous l'avez dit, il y a eu cette inauguration parce que depuis lors, l'école n'avait pas été inaugurée. Il fallait d'abord la faire connaître du grand public. Il y a eu des journées portes ouvertes qui ont démarré depuis le 19 août jusqu'au samedi dernier, date de l'inauguration. Alors c'est une inauguration qui s'est bien déroulée et durant ces journées portes ouvertes, on a eu également plusieurs activités. Hein. Il y a eu des forums scientifiques, on a eu, vous savez que l'ISTA, il y a plusieurs filières, mais 2 filières principales, dont l'évaluation de projets, mais également la filière logistique et transport. Et les élèves ou alors les étudiants qui sortent de là, ce n'est pas des chômeurs, voilà. Là, vous avez une image, vous avez là un conférencier, c'était M. Ngwa, Donald. Lui, il a intervenu dans le cadre d'une conférence scientifique sur la douane, le domaine de la douane. Parce que les cadres qui sortent de l'ISTA peuvent travailler dans les ports.
Voilà, et pour ça, il fallait qu'on leur donne assez de rudiments pour savoir exactement ce qu'ils peuvent faire au sortir de leur filière de logistique et transport. Voilà, ce n'est pas le transport simple, hein, c'est... Voilà. Charlène, on a vu toute cette semaine Madame Ella vraiment aux côtés de toutes ces nationalités du côté de cette école. Hein. Et on a bien vu que c'était une école qui regroupait vraiment toute l'Afrique. C'est cette école spécialisée dans plusieurs domaines. Donc c'est toujours une fierté d'avoir une école de cette grande envergure. Surtout, c'est surtout pour permettre à ces Africains de devenir des cadres demain et faire la fierté de l'Afrique. Hein. Oui, cette école sous-régionale, Madame Ella, je parle sous son contrôle, cette école sous-régionale Lista, on a vu Madame Ella qui, en charge de l'éducation, de la rédaction du label, qui a bien mis en valeur toutes les spécialités et tout ce qui s'y fait au sein de Lista. Et c'est aussi un honneur pour le pays d'abriter cette école, donc le Gabon, d'abriter cette prestigieuse école, parce que oui, ça l'est, c'est une école prestigieuse qui regroupe, comme on en parlait tout à l'heure, plusieurs nationalités et qui permet au sortir de là d'avoir des cadres de haut niveau. Mais la question que moi je voudrais poser, Madame Ella, est-ce qu'aujourd'hui, un ressortissant africain, de manière générale, sans être particulièrement issu de la CEMAC, peut s'inscrire à l'ISTA? Effectivement, l'ISTA, vous savez, c'est les autorités de la CEMAC qui ont réfléchi sur le projet. Et je crois que c'est en perspective, c'est dans la projection et dans la vision même des chefs d'État, qu'elle ne soit circonscrite qu'au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. Donc il y a des projets qui sont en vue. Et c'est la raison pour laquelle Mme Ista Oufman, qui est donc la directrice générale, effectue des tournées à travers le continent africain, histoire de promouvoir un peu cette école-là. Et elle envisage effectivement d'ouvrir, d'élargir le cercle de l'ISTA. L'ISTA ne va plus se limiter qu'aux 6 États de l'Afrique centrale. Très bien. Vous avez vu également, il y a eu la signature de convention avec l'IEF, qui est un institut économique et des finances, qui était d'abord une école gabonaise. C'était une école spécialisée du Gabon. Mais aujourd'hui, ça devient également une école spécialisée de la sous-région d'Afrique centrale. Et l'IEF, c'est les étudiants qui reviennent de tout le continent africain. Donc l'ISTA n'est pas fermé, ça reçoit tout le monde désormais. Oui, Stéphane, qui avait une question pour Madame Ella, notre journaliste label télévision. En fait, au début, lorsque j'ai entendu Madame Ella, je comprends bien que l'ISTA, c'est une école, c'est un produit de la CEMAC. On va dire ça comme ça, c'est l'œuvre de la CEMAC. Mais je n'ai pas entendu la Guinée équatoriale. Est-ce que c'est à cause de la barrière de la langue ou c'est... Effectivement, lorsque j'ai cité les pays, peut-être j'ai omis, il y a la Guinée équatoriale, qui a des étudiants là-bas. C'est bien de le préciser. Il y a des étudiants là-bas et il n'y a pas de problème de langue parce qu'en Guinée équatoriale, on parle bien le français, on parle l'espagnol et il n'y a pas un problème de langue. Et ces étudiants-là s'en sortent d'ailleurs très très bien. Et tout au long de nos reportages que nous allons aujourd'hui rendre publics, vous verrez ces étudiants-là de la Guinée équatoriale qui se sont aisément exprimés sur la problématique qui était débattue sur les lieux. Elle a été fondée en 1980, comme j'ai bien entendu. Mais en fait, pourquoi elle n'est pas médiatisée, elle n'est pas connue du grand public, vu qu'elle a une ascendance un peu panafricaine, je veux dire comme ça, à un niveau en fait. C'est une excellente question, Stéphane. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il a fallu qu'il y ait peut-être une femme, c'est pour dire que les femmes ont carrure. Oh là là. Il a fallu qu'il y ait à la tête de cette école une femme. Et je vous dis, Stéphane, ça fait seulement 6 mois qu'elle est à la tête de cette institution. Et en 6 mois, l'école a été acceptée au niveau du CAMES, qui est, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous connaissez le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. Oui. Et ce n'est pas n'importe quelle école qui adhère au CAMES. Et elle l'a fait en 6 mois. Elle a pu signer des conventions avec certains instituts à travers le continent, avec d'autres institutions de la sous-région d'Afrique centrale. C'est parce que c'est une femme ou bien c'est parce qu'elle a la bonne méthode? C'est parce que c'est d'abord une femme et parce qu'elle a la méthode qu'il faut. Parce que bien avant ça, il y avait des hommes à la tête de l'ISTA. Donc ça veut dire que c'est pas une affaire de bonne méthode, c'est une affaire de femme. Alors là, Madame est là. Et la rentrée académique, comme c'est le calendrier sur tout le continent, c'est à partir de octobre, la rentrée académique. Le concours a déjà eu lieu dans toutes les capitales africaines, notamment de la sous-région d'Afrique centrale. Voilà. Et l'innovation également, c'est que le pays siège, qui est le Gabon,
va abriter la filière professionnelle. Donc une filière va être ouverte spécialement pour que le Gabon puisse envoyer le maximum d'étudiants là-bas. Très bien. Merci Madame Mela pour toutes ces informations sur ISTA. Vous restez avec nous. On a Charlène qui a quand même quelque chose du côté du Congo à nous proposer ce matin. C'est surtout encourager les meilleurs élèves. Hein. C'est dans la formation, toujours on reste dans l'éducation. Donc on va regarder l'élément. On revient après. Je peux partir. La promotrice de la Fondation Jeunes Éducation et Développement, Esther Aïssou Gayama, a informé l'opinion des objectifs du projet de création d'un cercle des meilleurs élèves du pays, qui se veut un outil de solidarité, un instrument fort et une force de proposition de ce que sera la jeunesse congolaise et de ce qu'elle peut apporter. Selon elle, ces jeunes, tous autant qu'ils sont, ont été au moins une fois lauréats à une certaine époque et à une certaine édition. C'est à eux de consolider la fédération de la jeunesse, éducation et développement. Et les anciens lauréats de cette fondation venus de France a salué cette initiative, indiquant qu'elle permettra de consulter les expertises par le partage d'expériences afin que la République du Congo puisse faire face aux enjeux du 21e siècle. Il a invité chacun des anciens lauréats à prendre en considération ce projet. Présentant la fondation, un des responsables a déroulé les avancées obtenues en tant que société civile destinée à l'amélioration de la qualité intellectuelle de la jeunesse dans les secteurs de l'enseignement, la culture, l'environnement, la santé et la famille. Cette fondation, en partenariat avec les ministères en charge de l'éducation et de la jeunesse, a eu à organiser 11 éditions au cours desquelles 280 lauréats ont été primés, ainsi que des conférences débats sur les différentes thématiques au profit de la jeunesse. Présentement, la Fondation GED prépare la 12e édition des cérémonies d'attribution des trophées et médailles premiers meilleurs élèves du Congo. Un appel a été lancé à toute personne de bonne volonté, aux entreprises, aux organisations nationales et internationales qui pourraient apporter leur modeste contribution à la Fondation pour la réussite de ces activités. Encourager les meilleurs élèves du côté du Congo, belle initiative. Hein. Oui, non seulement au Congo, mais aussi au Mali. Mireille disait tantôt au Sénégal également. Donc, en fait, c'est une œuvre d'une fondation occidentale, bien évidemment, mais elle a juste pour rôle de donner des... Comment on va dire ça? Un accompagnement un peu plus financier pour soutenir les initiatives. Mais il faut retenir que l'initiative elle-même, elle est africaine. De développer la culture de l'excellence auprès des jeunes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parlait de dépravation tout à l'heure. Il faut donner aux jeunes l'envie de se surpasser. Et quand vous concourez ou bien vous êtes dans la logique des gagnants ou des vainqueurs, donc des winners, il faudrait après on vous donne des choses qui vous permettent, vous, d'aller de l'avant. C'est pourquoi ce concours a été mis en place. Donc, vous êtes meilleur dans votre classe, vous savez que vous avez droit à quelque chose qui va projeter votre parcours scolaire, qui va l'emmener très loin. Donc, c'est ça le but de la Fondation, mais c'est ça aussi le but des ministères de l'éducation. Donc là, on voyait au Congo comment les jeunes étaient primés. Donc, ils prennent les premiers de chaque établissement public, privé, parapublic, catholique et protestante également. Donc, c'est tous les meilleurs qui sont primés. Là, ils sont en train de préparer la 12e édition parce qu'il y a déjà eu 11 éditions avec plus de 200 lauréats. Donc, chaque année, ils essayent de créer des émulations pour qu'on ait des meilleurs élèves. Belle dynamique, hein. Il faut garder cet élan, il faut faire que ces jeunes gardent cet élan comme ça de l'excellence, de meilleurs élèves, meilleurs en tout. Ça va être notre conclusion de ce matin, on va se dire au revoir. Madame Ella nous a apporté cette douceur comme ça, cette manie de parler, mais avec beaucoup de calme. Hein. Donc voilà, c'est la fin de notre matinale. On va commencer par toi, dire au revoir. Oui, toi qui as des lunettes noires là. Ah ça Stéphane pense que c'est une colle ou quoi? Mais au revoir, hein, c'est fut un plaisir d'être là ce matin et voilà quoi. Donc on se retrouve demain pour plus d'énergie, tout simplement. Voilà. Alors Charlène, tu t'y colles aussi, je sais que tu n'as pas envie de laisser ce matin. Il n'y a pas de dédicace ce matin, juste demain on se retrouve tranquillement. Au revoir. Voilà. Mireille, une nouvelle thématique demain. Oui, bien sûr, nouvelle thématique. Demain, nous allons parler droit, civisme et justice. Aujourd'hui, nous allons parler éducation et jeunesse. On se retrouve demain. Sabrina, j'ai juste une annonce, s'il vous plaît. Excusez-moi, vraiment 2 secondes.
Sachez qu'il y a une nouvelle rappeuse qui a fait son entrée dans la scène rapologique. Elle s'appelle Mimi. C'est Mimi. Voilà, je m'en doutais. Voilà, on se retrouve demain, Madame Mela. Un mot pour la jeunesse, hein, un mot pour la jeunesse. Ouais, bon, comme on qui l'a nous regarde, vu, africaine. On l'a vu dans le reportage de Charlène tout à l'heure, des initiatives privées pour encourager l'excellence. Alors, le continent africain, c'est un continent, comme je l'ai toujours dit, lorsque je passe sur le plateau de la matinale, c'est un continent qui regorge de potentialités. Et la jeunesse est une jeunesse très dynamique. Et on espère que ces initiatives privées vont booster davantage ces jeunes-là. Parce que le continent africain a besoin d'une élite qualifiée et de référence. Et nous tendons vers ça. Voilà, ça c'est le mot de fin de Madame Nathalie Ella, notre journaliste maison de Label Télévision. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Passez une agréable journée en compagnie des programmes de Label Télévision et Radio, la 91 FM avec Teresa De Castro qui est déjà sur les platines. Allez, à demain, ciao.